Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre des habitants de Lille pour leur poser quelques questions à propos des technologies médicales de demain. Et nous allons essayer d'avoir leur opinion, notamment sur les nouvelles techniques qui sont mises en place et qui sont en cours de développement en ce moment. Ouais, la question qui tue. Ça va être une médecine oui, par internet, par téléphone. Je pense qu'ils vont développer des nouvelles technologies. Ce sera plus des machines que des hommes en fait. Il n'y aura pas énormément d'évolution par rapport aux technologies dans la médecine. Quand on se fait opérer, déjà, il y aura moins de médecins physiques et ils seront plus derrière un écran. Je pense qu'effectivement, il y aura l'IA qui va prendre le relais pour tout ce qui est de la partie de diagnostic. Mais qu'il y aura des évolutions plus dans les médicaments. Oui, on aura de plus en plus recours à des outils, on va dire, informatiques ou technologiques, au moins pour l'exploration, enfin pour la recherche d'informations. Après, est-ce qu'on fera appel à des outils ou à des machines pour les soins? Ça, je ne sais pas. Ce sera aussi administratif, peut-être qu'il y aura moins de temps. On gérera mieux les déserts médicaux, etc. Peut-être. Je pense qu'on serait peut-être capable de se faire soigner par des genres de robots ou quelque chose comme ça. Peut-être si on dépasse les 20 ans, tendre un peu vers le transhumanisme avec tout ce qui est prolongation de la vie, tout ça. J'ai toute confiance en mon chirurgien. 9 sur 10. 8 sur 10. 9, 9,5. Je dirais 8. 9. 8. 7. 8, allez, 8. 7,5 moi, 7,5. Moi 10. Ah ouais. 2. 5 sur 10. Allez, 4. 9. Ah, t'as plus confiance? Je dirais 6. Genre 6. 5. 9 aussi, je pense. J'aurais confiance pour la précision du geste, on va dire. J'aurais moins confiance pour le diagnostic ou l'improvisation parfois un peu nécessaire, quoi. Je pense que c'est très intéressant parce qu'un robot peut travailler plus minutieusement qu'un être humain, évidemment. Mais après, je pense aussi à tout le côté social et du coup, les pertes d'emploi. C'est un peu effrayant pour l'instant parce que c'est tout nouveau. C'est des technologies, donc il y a toujours un risque et tout ça, donc j'aurais pas trop confiance. Du coup, j'aurais plus peur qu'avec un humain parce que j'aurais trop peur d'une défaillance et qu'il puisse pas arranger les choses. Un robot n'est pas censé se tromper normalement. Ouais. Mais je pense qu'il y aura moins de marge d'erreur chez un robot que chez un humain. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière le robot pour vérifier quand même. Ça peut avoir un bel avenir et vraiment pour tout ce qui va être régularité. Je vous dis, dans l'arthrose, on ne trouve pas grand-chose. Pour les personnes handicapées, sur l'autisme, par exemple, le cerveau, on n'a pas encore retrouvé de bons médicaments. Trouver des vaccins contre le cancer et tout ça. Des prothèses pour les gens qui en ont besoin. Le sida, les cancers aussi. Au niveau des greffes, peut-être. Les greffes aussi. Oui, il y a des rejets. Alors, au niveau des urgences, il n'y a pas assez d'efficacité niveau rapidité, pas assez d'effectifs, et je pense que ça devrait changer. Des améliorations par rapport aux recherches déjà. L'amélioration des conditions dans lesquelles ça se passe, les chirurgies. Deux choses, la mobilité, avec tout ce qui est exosquelette, et aussi tout ce qui est aussi suivi des patients derrière, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué avec tout ce qui est le service hospitalier est quand même très complexe aujourd'hui. Nano, c'est pas avec des molécules. Ouais, nano, c'est minuscule. Ouais. Et je sais pas. Je connais pas. C'est pas justement tout ce qui est de cellules, lié aux cellules. Peut-être quand ils insèrent des tout petits chips dans le cerveau, dans les nerfs. Alors j'imagine que c'est du coup travailler de manière sur des choses très très petites, donc des veines ou des choses comme ça. C'est pas un capteur qu'on met sous la peau. Les outils qu'on a dans notre corps qui captent les cellules ou les nerfs ou les substances, du coup les remplacer par quelque chose, je sais pas. Biocapteur. Ça c'est par rapport à la nature, bio. Non. Là, les trucs naturels. Je dirais ça doit être des signaux émis par le corps. Se poser sur le corps du patient dans le but de mesurer une constante, je sais pas, ça va être la glycémie. Sur une échelle de 1 à 10, je valide ta réponse à 7. Quelque chose adapté à notre corps. Je sais pas. C'est des prothèses. Des prothèses qui sont peut-être intelligentes ou qui sont électroniques. Je sais pas. Des prothèses qui sont connectées peut-être aux nerfs de la personne et
enfin qui bouge en même temps que la personne, comme si c'était une vraie jambe, entre guillemets. Les bras, par exemple, si quelqu'un qui manque un bras, un bras intelligent, enfin un robot bras. C'est en lien avec les exosquelettes. Et lié au cerveau aussi, qui serait commandé donner la par. mobilité. Ouais. Si jamais quelqu'un perd un membre ou que sais-je, de remplacer leur membre perdu par une prothèse bionique qui pourrait plus ou moins avoir les mêmes fonctionnalités qu'un bras ou une jambe. Bon, des prothèses donc assistées, mécanisées, robotisées. Qui aide au mouvement, quoi, qui remplace le mouvement. Ça me fait penser à Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, ils impriment un truc dedans. Qui s'impriment des artères, des machins comme ça. J'ai vu, ils avaient imprimé des oreilles. Et oui, ils s'en sont servis pour en remplacer une. Donc je pense que c'est ça. Des cœurs imprimés en 3D, c'est pas possible. C'est du sang, des cellules, on peut pas. Ça se fait déjà. Pas dans 20 ans quand même. Ça va. Moi j'y crois, je pense que l'imprimante 3D de toute façon va révolutionner notre façon de consommer et aussi notre façon d'évoluer pour l'humanité. C'est une imprimante qui va produire un objet qu'on décide par rapport à notre ordinateur. Ça va être des valves cardiaques qui sont acceptées par l'organisme. J'aurais plutôt dit une prothèse en 3D qu'un organisme. Bonjour, donc moi je suis Yasmina Vidic, je viens de Serbie, j'ai fait mes études en Serbie en France et j'ai travaillé dans 5 différents pays et actuellement je travaille à INRA, donc c'est l'Institut national de la recherche agronomique, comme ingénieur de recherche qui développe de nouveaux dispositifs pour la détection de pathogènes alimentaires. Et donc j'ai fait mon doctorat en Serbie et j'ai passé mon HDR, habilitation de diriger la recherche à l'Université Paris 7. Donc actuellement, je travaille dans une équipe qui s'appelle PIMS, pathogènes et microbiote interaction. On n'a pas un nom en français. Et donc mes recherches, ça consiste à développer de nouveaux tests et de nouveaux dispositifs pour la détection des bactéries telles que le Campylobacter. C'est un des 4 causes principaux d'intoxication alimentaire. Aussi pour le Bacillus cereus. Ça, c'est une bactérie qu'on trouve dans l'environnement, mais c'est un pathogène pour l'homme. Et ça, c'est une bactérie qui peut contaminer du lait. Et c'est un problème pour les lactariums, donc pour les bébés et pour les nouveau-nés. Et aussi, ça peut être mortel pour les gens qui sont immunodéprimés. Donc c'est très important d'avoir des moyens pour les dépister rapidement et que ça puisse permettre d'empêcher les infections. Un biocapteur, c'est un dispositif qui a la particularité d'avoir l'élément qui fait la reconnaissance de biomarqueurs ou d'une bactérie ou d'une protéine qu'on veut détecter par une unité qui est biologique. Donc l'élément sensible, c'est soit un anticorps, soit c'est une séquence d'ADN, soit c'est une bactérie entière, soit c'est bactériophage, etc. Donc il faut que ce soit à l'issue d'un échantillon biologique et ça nous permet de très spécifiquement détecter notre cible. Et ensuite, le signal de reconnaissance va être traduit dans un signal qu'on peut mesurer comme le signal optique ou électrochimique, etc. Un capteur SPR, c'est un dispositif optique. Donc la reconnaissance, elle est traduite dans un signal de la lumière. L'idée, c'est d'immobiliser sur une surface de verre sur laquelle il y a un film qui est très fin en l'or et sur laquelle on peut immobiliser la molécule qui sert à la reconnaissance. Donc ça peut être, si c'est immuno, c'est un anticorps qu'on immobilise. Cet anticorps, maintenant, il va reconnaître son antigène, le complexe il va se créer et la lumière qui on continue à envoyer sur la surface va dévier sa trajectoire. Et donc l'angle pour le changement de trajectoire de la lumière va être proportionnel à la molécule qu'on a captée par l'anticorps. À INRA, on a développé plusieurs immunocapteurs SPR, par exemple pour la détection de virus de la grippe. On a travaillé sur une protéine qui s'appelle PBA-F2. Et donc on a eu un anticorps anti-PBA-F2 et on a, grâce à cet anticorps, capté
le biomarqueur PBN-F2, qu'on a traduit dans le signal. Et on a montré que la détection était très sensible, elle était aussi quantitative, donc on a pu pas uniquement dire oui ou non il y a le virus de la grippe, mais on a pu aussi dire il y a combien, on peut la quantifier. La méthode n'est pas chère parce que c'est des quantités c'est quelques gouttes qui suffisent pour faire l'analyse. Deuxième capteur ESPER qu'on a développé en IRA, c'est capteur à base de récepteurs olfactifs. Parce qu'en fait, il y a des odeurs qui sont associées, par exemple, à certains cancers. Et en immobilisant les récepteurs olfactifs qui sont capables à se lier à ces molécules organiques qui sont désodorants, permet en fait de détecter certains cancers dans la urine des patients, par exemple. Donc, c'est des méthodes qui ne sont pas invasives. Autrement, c'est la biopsie qui est très lourde. Donc là, c'est à partir d'une goutte d'urine, on peut détecter est-ce qu'il y a des odeurs qui sont associées à certaines pathologies. Deuxième type, c'est les biocapteurs ADN. C'est-à-dire on n'utilise plus anticorps pour détecter un biomarqueur, mais on utilise une séquence d'ADN. Par exemple, dans une étude que j'ai dirigée, c'était de détecter l'hépatite A d'un pathogène. En fait, on a détecté sa séquence d'ADN. Et pour la détecter, on a synthétisé séquence ADN complémentaire. Donc il y avait l'hybridisation directement sur les électrodes. Et ça, on l'a traduit dans un signal électrochimique. De nouveau, c'était très sensible. Et le problème avec l'hépatite A, c'est un pathogène des aliments, donc, qui est important pour la sécurité alimentaire. Et si on fait l'extraction de virus ou d'ADN de virus à partir des matrices alimentaires, méthodes comme PCR sont souvent inhibées par les molécules et des ions qui sont dans les aliments. Et donc pour éviter, pourquoi? Parce qu'une PCR elle est basée sur l'ADN polymérase. Donc il y a la réaction enzymatique, et cette réaction enzymatique peut être inhibée. Si on fait hybridisation directement sur la puce, dans le biocapteur, il n'y a pas d'inhibition, parce qu'on n'utilise pas les enzymes. Oui, surtout en Asie, parce que là-bas, c'est le marché qui est très libéralisé. Donc on peut proposer au marché différents outils. Si on parle, est-ce que ces méthodes sont utilisées en médecine? En fait, le premier biocapteur, c'était pour les applications en médecine, pour la détection de glucose. Et on a aussi actuellement des capteurs pour suivi de diabète qu'on trouve dans la pharmacie qui sont, je pense, à peu près 20 ou 40 €. Vraiment, la technologie est allée plus loin. La première capteur pour glucose, c'était dans les années 50, c'était Clark. Qui a eu une idée de ne mesurer pas le glucose directement, mais la réaction, il a utilisé l'enzyme pour le détecter, pour ça c'est le premier biocapteur. Mais la science, il a détecté en fait la réaction par la peroxyde, je pense, qui était libérée, donc c'était pas spécifique, il a pu avoir des faux négatifs, faux positifs, ça dépend. Actuellement c'est très spécifique et beaucoup plus sensible, et la nouvelle tendance pour ces capteurs-là, c'est que ce soit implantable, c'est-à-dire soit c'est des patchs, soit c'est quelque chose qui on continue mesure le glucose, niveau de glucose chez le patient. Ou on couple aussi injection d'insuline avec ce capteur. Donc il y a un contrôle et une thérapie qui est intégrée dans le même chip. Tous ces capteurs-là sont des capteurs électrochimiques. Deuxième exemple que je voudrais mentionner, c'est ces tests de la grossesse aussi. C'est un immunocapteur. Comme support, il a un papier sur lequel on a immobilisé les anticorps marqués avec les billes d'or. Et donc s'il y a un antigène qui arrive, qui va d'abord c'est accroché aux billes d'or. L'anticorps, il va rester là, il va s'agréger. Et les billes d'or qui sont agrégées, elles deviennent rouges. Donc la nouvelle tendance, c'est d'améliorer ces tests pour les applications médicales. Par exemple, quand j'ai travaillé au Singapour, on a utilisé ce principe de détection pour détecter le virus de la dengue dans le sang des gens infectés. Donc on peut juste changer l'anticorps qui fait la reconnaissance. Actuellement, on développe des biocapteurs à base de papier, mais on n'utilise pas les anticorps pour détecter les pathogènes, mais on utilise les séquences d'ADN. C'est-à-dire on fait l'hybridisation d'ADN sur le papier par une technique qui s'appelle dot plot, parce qu'on immobilise par goutte d'1 microlitre d'ADN, et ensuite on le met en évidence, pas une réaction enzymatique, parce qu'on couple l'ADN complémentaire avec un tag et on peut visualiser le tag. Dot plot, c'est une méthode qui est très ancienne, elle est très facile à effectuer, elle ne coûte pas beaucoup. Le problème avec cette méthode, ce n'est pas très sensible. Donc notre but à nous, c'est d'augmenter la sensibilité. Et pour faire ça, on collabore avec les chimistes et on combine la réaction avec les nanoparticules qui sont fonctionnalisées, qui sont décorées par ces tags. Et ça nous permet d'augmenter la sensibilité sans changer la réaction. C'est-à-dire l'utilisateur, c'est toujours simple pour lui, mais il y a une étape de plus qui permet d'aller directement dans les échantillons à tester. Notre objet de
de détection, pour l'instant, c'est la viande de poulet, parce que les infections alimentaires sont la première cause d'hospitalisation dans le monde. Et un des 4 bactéries qui sont plus importantes, une des 4, c'est la Campylobacter. 70% d'infections vient de viande de poulet contaminée. Et donc notre but, c'est de trouver une méthode qui permet, juste avec une goutte de viande de poulet, pour voir est-ce qu'elle est contaminée ou pas par la Campylobacter. Et à partir de 2017, l'Europe a changé la réglementation. C'est obligatoire de tester toutes les carcasses de poulet. La méthode actuelle ISO, qu'on utilise dans les laboratoires de référence pour le Campylobacter, et elle demande 5 jours pour donner le résultat. Donc c'est vraiment pas adapté pour l'industrie alimentaire. Et le projet de recherche qui vient de commencer, le deuxième, c'est de détecter les spores. Et par exemple, si on fait stérilisation de lait par pasteurisation, les bactéries végétatives vont mourir à cause de chaleur, mais les spores vont rester. Et une fois les conditions favorables, les spores vont devenir les bactéries. Les méthodes officielles pour détection des spores, c'est au moins 2 jours. Elles sont basées aussi sur le PCR, qui peut être inhibé par la matrice du lait. Et notre idée, c'est d'utiliser les aptamères pour détecter directement les spores dans le lait. La durée de cette méthode, ça devrait être en 10 minutes, on devrait avoir le résultat. Les aptamères, c'est des séquences d'ADN qui sont spécifiques, qui se lient aux spores sans préparation. Donc on n'est pas obligé de détruire le spore pour extraire le matériel. C'est la surface de spore qui est détectée. En biocapteur, en général, il y a 3 parties. Donc la première partie, c'est une membrane. Ça peut être un papier ou une électrode ou un morceau d'or, etc. Sur laquelle on immobilise la molécule qui va faire la reconnaissance. La deuxième partie, c'est cette réaction de reconnaissance devrait être traduite en signal électrique ou optique. La troisième, c'est display, donc comment on va visualiser la réponse. Si on pense par exemple à un test de grossesse, c'est la première partie, c'est la partie où on a l'anticorps qui est couplé au billes d'or. Donc ça, c'est où est la réaction. Et ensuite, on a la visualisation sur la ligne de détection et la ligne de contrôle. Si on fait un suivi, un traitement par exemple, pour voir est-ce que le biomarqueur qu'on détecte, par exemple un cancer, est-ce que ça diminue ou pas, si on a besoin de quantifier, en ce cas, il faut que ce soit couplé à une machine qui va montrer un dispositif qui va traduire ça en un signal qu'on peut quantifier. Bonjour, je m'appelle Nalini Ramarao, je suis directrice de recherche à l'INRA dans l'unité Micalis et je suis responsable de l'équipe PIMS, qui veut dire pathogène, immunité et microbiote. On travaille principalement sur les interactions entre les bactéries pathogènes et l'hôte, donc la réponse immunitaire de l'hôte en particulier. Et donc on étudie comment les bactéries pathogènes vont infecter un être vivant et comment cet être vivant va répondre à l'infection aux pathogènes et comment on va se défendre contre les infections, contre les bactéries pathogènes. Les bactéries résistent de plus en plus aux médicaments, en particulier donc aux antibiotiques. Donc les bactéries ont la capacité de se multiplier. Et normalement, elles se reproduisent à l'identique, mais de manière naturelle, elles font des erreurs. Et en particulier quand elles sont soumises à certaines pressions, donc des pressions environnementales, qui vont les obliger à évoluer. Donc c'est l'évolution selon Darwin, sauf que c'est extrêmement accéléré parce que la division d'une bactérie c'est toutes les 20 minutes à peu près et donc on a une génération toutes les 20 minutes et donc un changement possible toutes les 20 minutes. Donc, la plupart des mutations c'est bénin et puis de temps en temps ça va engendrer une évolution comme par exemple une résistance à un antibiotique. Ça va se passer quand la bactérie va rencontrer de manière fréquente des antibiotiques et qu'elle va devoir muter pour survivre. Les bactéries elles rencontrent des antibiotiques dans différents contextes, quand on prend des antibiotiques mais pas seulement. Il y a aussi les animaux par exemple qui sont des animaux d'élevage qui reçoivent beaucoup d'antibiotiques ou en traitement préventif ou en traitement de maladie. Et les bactéries peuvent développer des résistances aux antibiotiques dans l'environnement. Par exemple, dans les eaux de rivière où il y a des déchets de production des industries qui produisent des antibiotiques, où le taux d'antibiotiques dans les rivières va être augmenté et les bactéries de l'environnement vont devoir résister à ce taux accru d'antibiotiques dans l'environnement. Du coup, les bactéries vont muter, vont avoir des gènes de résistance aux antibiotiques qu'elles vont être capables de transférer à leurs copines et ces autres bactéries vont par exemple être des bactéries qui vont infecter l'homme. Et donc l'homme va être infecté par des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques
et on aboutit à des impasses thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? La découverte de résistance aux antibiotiques, c'est pas nouveau. Dès qu'on a découvert les antibiotiques, ça a permis de sauver des millions de vies et tout de suite après, il y a eu des phénomènes de résistance aux antibiotiques. C'est de plus en plus fréquent et de plus en plus embêtant pour la santé publique, ce qui fait que l'OMS a déclaré qu'en 2050, si on faisait rien, la mortalité due à l'antibiorésistance serait devant le cancer. Donc il faut trouver des moyens de lutter contre cette antibiorésistance et pour ça, il y a plusieurs moyens complémentaires. Il faut que les acteurs se réunissent à différents niveaux. La première chose, c'est de conserver les antibiotiques actuels, de bien les utiliser, qu'il n'y ait pas d'utilisation abusive des antibiotiques. Ça passe essentiellement par des moyens de prévention et de campagne d'information. Il y a eu des slogans type les antibiotiques c'est pas automatique, donc je pense que tout le monde a entendu parler, qui essayent d'expliquer les antibiotiques c'est super mais il faut les utiliser à bon escient. Donc il y a des campagnes de prévention, il y a de l'information par les médecins qui est indispensable, et puis il y a au niveau de la recherche où l'objectif va être de développer des nouveaux candidats médicaments. Ça va être ou de prendre les anciens et de les améliorer, ou de trouver des nouveaux médicaments ciblant des nouveaux mécanismes d'action. Et puis il y a d'autres moyens qui sont des alternatives aux antibiotiques, donc d'autres moyens de lutte contre les bactéries, par exemple la phagothérapie, l'utilisation de probiotiques. Enfin, voilà, il y a plusieurs aspects, protéger son microbiote, et donc il y a des mécanismes alternatifs de nouveaux médicaments. Donc, je peux rajouter quelque chose sur les nouvelles technologies. En ce moment, il y a l'avènement quand même du séquençage. Donc l'idée est vraiment de séquencer l'ensemble des génomes bactériens et de permettre de mieux comprendre ce qui amène à la résistance des bactéries au niveau mécanisme et génétique, pour comprendre les mécanismes de transmission d'une bactérie à l'autre. Donc en ce moment, on est en train de passer vraiment à des techniques de prévention et de compréhension de ces mécanismes. Dans les méthodes importantes aussi pour lutter et pallier contre l'antibiorésistance, il y a augmenter et améliorer les diagnostics. Plus on fait des diagnostics précoces et précis, moins on a besoin d'utiliser des antibiotiques large spectre, par exemple. Vous allez chez le médecin et on détecte que vous avez une infection virale, pas besoin d'utiliser un antibiotique. Si on sait rapidement que vous êtes infecté par telle bactérie, on peut donner l'antibiotique correspondant avec la bonne dose à telle bactérie, et non pas un large spectre parce qu'on ne sait pas le diagnostic précis. Je suis le docteur Romain Bosque de l'hôpital Henri Mondor. Je suis maître de conférence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Ma spécialité, c'est la chirurgie reconstructrice après cancer, en particulier les cancers du sein, les cancers de la tête et du cou, et puis la chirurgie plastique, c'est-à-dire celle qui vise à restaurer le corps dans son harmonie et dans son intégrité, après qu'il ait été abîmé par des traumatismes, par le temps, parfois par l'âge. Et puis enfin, c'est la chirurgie esthétique. C'est l'embellissement d'un corps, même s'il est intact. Et c'est une chirurgie qui vise à améliorer l'aspect morphologique et cosmétique. On utilise l'imprimante 3D pour fabriquer des outils chirurgicaux sur mesure qui sont extrêmement utiles lorsqu'on fait des reconstructions maxillaires et mandibulaires chez des patients qui ont eu des cancers, et en particulier des cancers pour lesquels il faut faire une chirurgie d'exérèse large, c'est-à-dire en gros enlever beaucoup de tissu sur le visage. La seule manière de reconstruire de manière efficace ces patients, c'est d'avoir des guides chirurgicaux, c'est-à-dire des outils qui vont permettre au chirurgien de couper l'os exactement aux endroits qu'il a prévus avant de rentrer au bloc opératoire. La fabrication de ces guides sur mesure, elle est faite depuis longtemps en conception assistée par ordinateur, avec des imprimantes 3D ou avec des moulages. Le problème, c'est que depuis longtemps, cette conception, elle était déléguée à des laboratoires extérieurs à l'hôpital. Et ça coûtait très cher et ça demandait énormément de temps. La fabrication et la conception de ces guides nous obligeaient à donner des informations sur les patients, des données d'imagerie à des laboratoires extérieurs, souvent basés dans d'autres pays. Donc on a décidé d'internaliser cette fabrique et cette conception des guides. En s'équipant en informatique et en s'équipant en imprimante 3D. On peut penser que c'est quelque chose de très coûteux, de très complexe, mais en fait ça a été assez simple. À partir du moment où on maîtrise la conception assistée par ordinateur, à partir du moment où on maîtrise l'impression 3D, eh bien la réalisation de ce guide, elle devient simple, elle devient rapide, infiniment plus rapide qu'avec des laboratoires extérieurs. Et ça nous permet d'avoir des guides sur mesure pour couper l'os, par exemple, de la jambe, pour refaire une mandibule. Ça nous permet de gagner du temps opératoire, ça nous permet surtout d'éviter de dépenser trop d'argent et de faire des économies pour le patient, pour l'équipe médicale et pour l'établissement, et donc pour le système de santé. On imprime des guides chirurgicaux, d'une part, et on imprime des modèles anatomiques, d'autre part.
Voici par exemple un guide chirurgical. C'est un guide qui va être stérilisé et qui va être ensuite utilisé au bloc opératoire, vissé à l'os et qui va servir à couper l'os en suivant les lignes qu'on a préétablies de manière à avoir entre guillemets un puzzle d'os et de pouvoir refaire ce puzzle pour reconstruire une mandibule. La deuxième chose qu'on imprime, ce sont des modèles anatomiques, c'est-à-dire une réplique imprimée en 3 dimensions de l'os ou des os du patient. Ça va nous permettre de conformer des plaques d'ostéosynthèse, des vis, de manière à ce qu'ils soient parfaitement conformes à la situation anatomique qu'on va retrouver au bloc opératoire. Cette mandibule, c'est la mandibule du patient. C'est exactement sa réplique. Je vais pouvoir donc conformer les plaques dessus, préparer leur positionnement, et lorsqu'on sera au bloc opératoire, ces plaques seront stérilisées et vont se retrouver exactement à l'endroit qui a été prévu. L'association de ces modèles anatomiques stérilisés et de ces guides stérilisés a permis d'améliorer considérablement l'efficacité, la rapidité et la reproductibilité des interventions chirurgicales, qui sont pourtant, pour ces interventions chirurgicales, considérées comme extrêmement difficiles. Alors, on utilise de l'ABS, de l'acrylonitrile butadiène styrène. C'est un matériau thermoplastique qui est connu depuis très longtemps, qui a comme principale propriété de pouvoir être fondu dans une extrudeuse et de solidifier rapidement sur le plateau d'impression. Évidemment, l'avantage majeur, c'est de pouvoir ensuite disposer d'un matériel solide, stérilisable et utilisable au bloc opératoire. Son deuxième avantage, c'est que c'est un thermoplastique. Il est a priori sans aucune conséquence pour le patient. C'était un des éléments fondamentaux pour pouvoir l'utiliser ensuite au bloc opératoire. Alors l'impression, ça peut être très rapide, tout dépend des paramètres d'impression. Plus la densité de produits qu'on utilise est importante, plus la résolution est importante, plus l'impression va être longue. Et puis surtout, ça dépend de la taille de la pièce. Un gros guide, ça va demander une impression plus longue, un petit guide, une impression très courte. En gros, les guides de coupe qu'on utilise pour une intervention chirurgicale, l'impression dure 5 heures. En revanche, ce qui est plus long, c'est la conception des guides. Parce que le guide, il n'arrive pas tout seul dans l'imprimante 3D. Il doit d'abord être conçu informatiquement. Et ça, c'est extrêmement variable en fonction de la difficulté de l'intervention chirurgicale. Plus l'intervention chirurgicale est complexe, plus les manipulations sur le guide que vous devez faire sont importantes, plus la durée de la conception va être longue. C'est quelque chose qui peut être limitant parfois. Parce que pour l'instant, celui qui fait la conception des guides, c'est le chirurgien. Donc il faut que on puisse réduire le temps de conception assistée pour libérer du temps chirurgical et ne concentrer le temps que sur le temps d'impression 3D. C'est pour ça qu'on a développé certains automatismes dans nos logiciels pour qu'on rentre les données scanographiques du patient et l'ordinateur va choisir très rapidement les meilleures configurations de guide possibles, ce qui nous permet de gagner du temps. La première étape, c'est d'acquérir les données de scanner du patient. Et à partir des données du scanner, on va réaliser un modèle 3D virtuel du patient. Ce modèle 3D virtuel va ensuite être, entre guillemets, disséqué virtuellement. C'est-à-dire qu'on va enlever les éléments qui ne nous intéressent pas. Et on va ne garder que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'os. Ensuite, on va les couper virtuellement, ces os. Et puis on va vérifier que cette procédure donne le résultat escompté. Une fois qu'on a vérifié qu'on a fait les bonnes procédures, les bons schémas de coupe, on va fabriquer les guides de manière à ce qu'ils correspondent exactement au plan de coupe qu'on a prédéterminé. Et ensuite, c'est tout simple. Une fois que le guide est fabriqué virtuellement, on l'envoie sous forme de fichier informatique à l'imprimante 3D. Et vous récupérez un guide. Ils sont jamais complètement fiables. Comme tout instrument chirurgical, il y a 3 types de chirurgiens. Il y a les chirurgiens qui n'ont pas les bons instruments, il y a les chirurgiens qui n'ont pas les bons aides, et puis il y a les autres chirurgiens. Ça n'est qu'un instrument, ça ne remplace pas les mains du chirurgien. Si les manipulations sont mal faites, le guide va casser. Ce n'est pas la faute du guide, c'est la faute soit de celui qui l'a conçu, parce qu'il était trop faible, soit de celui qui l'a manipulé, parce qu'il l'a cassé. Un instrument, on ne peut jamais lui donner une responsabilité. Est-ce qu'il est fiable ? Il est fiable par rapport au schéma et à la planification que vous avez réalisée. Mais si vous avez fait des erreurs dans la planification, à la fin, vous aurez un guide qui ne correspondra pas aux résultats escomptés. Est-ce qu'il existe des étapes non fiables dans la fabrication des guides ? Pour éviter d'avoir des étapes non fiables, on a établi des procédures qualité. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la fabrication, on vérifie et on revérifie que la planification, ça fonctionne bien, que l'impression du guide, elle est bien faite, que le guide, il est suffisamment solide, que le guide, il est stérile. Comment on fait cette procédure qualité ? En publiant. C'est-à-dire que nos données, on ne les garde pas pour nous. On les publie dans des journaux scientifiques et on vérifie que d'autres équipes peuvent faire la même chose que nous et ont les mêmes résultats. C'est le meilleur critère de qualité qu'on puisse savoir. On
On ne peut pas fabriquer ces outils autrement qu'en les fabriquant en 3D. Ils sont trop complexes. À partir d'un modèle, un bon sculpteur pourrait vous faire le même, ça prendrait quelques jours, mais il ne fabriquerait qu'une réplique. Le seul moyen de faire un guide chirurgical sur mesure, c'est de le concevoir informatiquement et de l'imprimer en 3D. Les avantages, c'est ce qu'on vient de dire, c'est surtout pouvoir disposer d'un matériel sur mesure, identifié pour chaque patient, jetable, et qui correspond exactement aux planifications que vous avez réalisées, de l'avoir dans des délais incomparables par rapport à ce qu'il est possible d'avoir lorsque vous faites appel à des laboratoires extérieurs, et de l'avoir pour un prix infiniment inférieur à ce que vous pouvez l'avoir lorsque vous faites appel à des laboratoires extérieurs. On est à peu près à 1 centime du gramme, une quinzaine d'euros pour un guide. Avant, c'était 3 000 euros, 4 000 euros. La deuxième chose, c'est que lorsque vous les fabriquez vous-même, ces guides, vous ne donnez pas d'information industrielle à un laboratoire extérieur, puisque toute l'information reste dans l'établissement, reste dans les mains de celui qui fabrique le guide. Donc puisque vous ne donnez pas d'informations industrielles, vous ne donnez pas d'outils au laboratoire pour renchérir le prix des guides. L'inconvénient, c'est que c'est un processus de fabrication industrielle qu'on a internalisé. On l'a internalisé, entre guillemets, gratuitement, au bénéfice du patient et au bénéfice de l'établissement, mais au prix d'un temps, notamment, de fabrication, d'un temps médical. Et ce temps-là, c'est un temps qui est pris sur autre chose. Et pour l'instant, ce temps-là n'est pas valorisé. Même si ça fait faire des économies de santé, même s'il y a un bénéfice évident pour le patient, le process, il est tellement spécifique à notre établissement, on est une des seules équipes au monde à faire ça, que pour l'instant, il n'y a pas de manière de le valoriser de manière réelle. L'impression de certains organes, je pense qu'elle sera possible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, on ne peut pas imprimer un organe en 3D, même un organe simple. On peut imprimer certains tissus, certains sous-tissus, mais imprimer un organe avec sa complexité, on n'y arrive pas. Même imprimer un vaisseau, on n'y arrive pas. On arrive à faire des petits bouts d'os, on arrive à faire du bio-os, mais ça n'est que des substituts. Lorsqu'on met en place une prothèse de hanche, c'est pas une prothèse imprimée en 3D. C'est un substitut de prothèse en titane ou en céramique, mais en aucun cas c'est une réelle articulation imprimée en 3D. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire pousser des cellules de manière organisée et architecturalement en tissu et en organes. On arrive à différencier des cellules nerveuses, cellules souches, mais on n'arrive pas à les organiser en tissu et en organes. Donc on est encore loin de pouvoir les faire passer dans une imprimante 3D. Il y a plein d'essais dans le monde actuellement, mais c'est encore loin d'être un organe au sens fonctionnel du terme. Donc un jour ça arrivera, mais ça passera forcément par d'abord la capacité à fabriquer un organe à partir de cellules souches, avant même de pouvoir le fabriquer en 3D. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer une technologie encore plus efficiente. Imprimer en 3D dans l'établissement, ça nous permet de gagner du temps, de gagner de l'argent et d'éviter d'avoir des guides qui ne soient pas exactement tels qu'on les avait imaginés. Mais on s'est dit que, puisque ces guides, on les conçoit nous-mêmes, informatiquement, pourquoi les imprimer et les avoir physiquement, et pourquoi ne pas tout simplement les conserver dans notre champ vision? Pour ça, il fallait avoir un outil qui nous permette de visualiser le guide au bloc opératoire dans le champ visuel du chirurgien. Alors la première chose qu'on a fait, c'est tout simplement imprimer, positionner les guides sur des éléments virtuels, sur des écrans au bloc opératoire. Le problème, c'est que si c'est sur un écran, c'est pas sur le patient. Donc il nous fallait, entre guillemets, un guide virtuel dans les yeux du chirurgien, superposé au patient, à la place du guide physique. On s'est creusé la tête, et puis sont apparues les lunettes à réalité augmentée, les casques à réalité augmentée. Epson, HoloLens. Ces lunettes stéréoscopiques ont la capacité de mettre dans le champ visuel des éléments informatiques en 3 dimensions de manière stéréoscopique, c'est-à-dire dans les 2 yeux, superposés à la vision réelle. L'avantage au bloc opératoire, c'est que ça permet au chirurgien de garder la tête haute, de ne pas avoir regardé un écran déporté, et ça lui permet de garder les mains libres, puisque c'est un casque qu'il a devant les yeux. Reste un enjeu majeur et extrêmement complexe, qui est que l'information donnée aux lunettes doit être de positionner les guides exactement à l'endroit voulu sur le patient. Et ça, c'est très complexe. Ça s'appelle du tracking. Le tracking, on sait le faire avec des instrumentations extrêmement lourdes, ce qu'on appelle la navigation. On sait donner à un ordinateur l'information que le patient il est dans telle position ou dans telle position pour qu'ensuite
un écran déroule une imagerie positionnée de manière utile pour le chirurgien, mais dans des lunettes à réalité augmentée, la capacité informatique et la capacité de projection, elle est beaucoup moins bonne que sur une colonne informatique. Et donc il a fallu attendre, il faut encore attendre que ces lunettes soient suffisamment perfectionnées pour que l'information qu'on leur demande et qui est extrêmement lourde à gérer, ce sont des millions de polygones avec des replacements en temps réel et dans un environnement compliqué. Le bloc opératoire, c'est un éclairage particulier, ce sont des couleurs particulières, pour que ces lunettes puissent être vraiment utiles et vraiment ergonomiques pour le chirurgien. On les a utilisées en chirurgie du sein pour positionner des tumeurs du sein dans les yeux du chirurgien de manière à ce qu'il puisse opérer le sein tout en voyant la tumeur. Et on l'a utilisé aussi pour des reconstructions du sein où on utilise et où on cherche des vaisseaux minuscules qui ne sont visibles qu'en imagerie, de telle manière à ce que le chirurgien, lorsqu'il opère, puisse trouver ces vaisseaux en les regardant à travers les lunettes, superposés au patient. Je suis docteur Ahmed Benkiran, je suis urologue de formation. J'exerce à l'hôpital de Valenciennes depuis environ 8 ans et depuis environ quelques mois, nous avons pu procurer le robot pour faire tout ce qui est chirurgie cancérologique ou fonctionnelle avec cette nouvelle technique. Alors, comme vous avez vu, il y a 3 unités. Il y a le chariot, où il y a les bras, il y a la colonne où il y a tout ce qui est matériel, vidéo, insufflateur, lumière froide, et après il y a la console pour le chirurgien. Donc bien sûr le patient il va être endormi de la même manière que ce soit une chirurgie ouverte ou une chirurgie robotique, et la différence c'est que juste le chirurgien il va installer les bras robotiques avant d'accéder à la console. Bien sûr, il garde toujours un regard sur le patient. L'aide, il est toujours à côté du patient. Et la gestion du bloc, elle se fait au fur et à mesure par chirurgie robotique. Tout ce qui est faisable en chirurgie ouverte, en chirurgie cœlioscopique, on le fait. Donc, chirurgie du rein, chirurgie de prostate. Ça, c'est là où il y a le gros bénéfice pour le patient, parce que les suites, c'est pas les mêmes. Et après, on a tout ce qui est fonctionnel, des sondes d'organes, des syndromes de jonction, c'est des malformations entre la cavité rénale et l'urtère. Il y a une partie qui est sténosée, donc on coupe et on fait une suture. Ça apporte beaucoup en faisant ça, soit par chirurgie robotique, soit par cœlioscopie. Là, actuellement, on s'intéresse plus à une chirurgie des tumeurs de vessie avec chirurgie robotique, avec une réimplantation tout à l'intérieur. C'est plus séduisant. Les autres spécialités, bien sûr, ils sont aussi concernées. Il y a la chirurgie ici à l'hôpital de Valenciennes. On a la chirurgie thoracique qui utilise cette technologie. On a la chirurgie viscérale, chirurgie bariatrique et chirurgie gynécologique. L'ORL, ils sont intéressés. Ils vont bientôt démarrer. Le rôle de chirurgien, bien sûr, c'est lui le chef d'orchestre. Donc, il va surveiller et les instruments qu'il a dans le ventre et son aide. Et bien sûr, il va diriger. Il y a toujours un dialogue entre le chirurgien et son aide. Et bien sûr, avec le reste d'équipe. Le robot, il n'est pas autonome. On est obligé de le manager. Il fait ce qu'on lui demande. La société intuitive, c'est américain, donc on connaît très bien les Américains dans ça. Donc tout est réglementé, tout est préparé à l'avance. On a un numéro au cas où, imaginons, on veut démarrer, le robot ne veut pas démarrer, ou on est en train d'opérer, le robot il s'éteint. Donc il y a toujours un numéro où la personne elle est joignable 24 heures sur 24. Heureusement, on n'a pas eu affaire à ça, mais en tant qu'interne, j'ai assisté à une défaillance. Et évidemment, on a appelé la personne, elle nous a répondu, elle a réglé le problème dans la minute. Il nécessite une maintenance, certes, elle est inclue dans le prix d'achat du robot et c'est la société qui assure cette maintenance avec leur ingénieur. Maintenant, une fois que chaque opération elle est terminée, le matériel doit être désinfecté et après stérilisé. Et bien sûr, on sait que chaque instrument, il a 10 vies. Une fois qu'on a utilisé l'instrument 10 fois, bien sûr, c'est un système informatisé, vous n'avez plus de vie et donc il faut le jeter. Mais ça date de presque 6 semaines. On était à 104 opérations, donc spécialités confondues. Et je pense que l'urologie, elle représentait 60% de ces opérations-là. L'acquisition, elle était faite au mois d'avril dernier. Mais bien sûr, entre l'acquisition
Et le début des gestes, c'est en moyenne 2 à 3 mois parce que les praticiens doivent être formés à la chirurgie. Un patient, quand il est devant nous, on est obligé de l'informer. Qu'est-ce qu'il a et quel traitement on lui propose et comment on va faire ce traitement. Puisque la chirurgie robotique rentre dans l'équation, bien sûr, on leur dit et on leur marque sur le dossier que la procédure elle sera réalisée par chirurgie robotique. Moi, j'ai jamais eu un patient qui m'a dit non, moi je veux chirurgie classique parce qu'ils savent très bien. Parce que l'avantage, c'est qu'on n'a pas pris le robot dès qu'il est sorti. On a profité de l'expérience des autres centres et on voit que les études montrent que ça apporte beaucoup aux patients. Et donc, du coup, les patients, eux, parfois, ils viennent parce qu'il y a le robot ici. Donc, ça facilite un peu la tâche. Possible, mais bien sûr, ça dépend où on va mettre la limite d'autonomie. Mais il y aura toujours une personne physique derrière. Ça ne m'étonne pas qu'un jour, on dessine les limites de la prostate, on lui montre le champ d'action et on le laisse alors qu'on est à côté en train de surveiller. C'est possible, ça ne m'étonne pas. Vu l'avancée technologique sur les 2 décennies, sincèrement, je ne vois pas la limite. Non, pas du tout, parce que là, vous voyez, même je pense que ça peut recruter des gens, limite, parce que si vous avez vu dans la salle opératoire, on était quand même nombreux, parce qu'il faut une circulante, une autre qui gère les problèmes qu'on appelle, l'autre personne qui est habillée pour nous aider, alors que si j'avais une chirurgie ouverte, j'aurais que 2 personnes dans ma salle, et maintenant j'avais 3 personnes, donc je vois. Soit ça recrute, soit ça ne change pas. Mais diminuer, je ne pense pas. L'objectif du Fab Lab, c'est de créer des aides techniques et adapter également des jeux de société. Moi, je fais tout ce qui est analyse des besoins. Où est-ce que ça pose souci? À quel moment l'aide technique du commerce, elle a trouvé sa limite? Et jusqu'où nous, on va pouvoir aller créer un objet qui va répondre aux besoins spécifiques de la personne. Ça veut dire que je suis là aussi pour faire tester les prototypes et de faire améliorer les prototypes au fur et à mesure des essais. En fait, nous, les personnes qui arrivent au Fab Lab, c'est justement pour ça, c'est de dire j'ai essayé toutes les fourchettes du commerce, il n'y a rien qui me correspond, soit elle n'est pas bien tenue, soit la prise elle est trop grande, soit trop petite. Et du coup, on va partir de l'objet qui n'a pas fonctionné en disant voilà, qu'est-ce qui ne va pas, et du coup, on va travailler là-dessus. En fait, on va distinguer les personnes internes, c'est-à-dire les jeunes qui, eux, font partie du Fab Lab et qui vont modéliser toutes les semaines, soit pour eux, soit pour leurs objets à eux, soit pour aider les copains de la structure. Et après, on a les gens extérieurs qui vont venir pour un projet bien précis. Généralement, ils viennent une fois où on analyse avec eux le besoin, on voit ce qu'il faut, ce qu'on pourrait faire. Nous, on travaille de notre côté et on va faire revenir la personne pour faire le test, pour essayer de l'améliorer avec elle et voir s'il y a besoin qu'elle revienne derrière. Comme les joysticks de fauteuil roulant, donc ça c'est une souris adaptée. Et c'est vrai qu'à la base, le joystick, c'est un petit joystick que les enfants n'ont pas toujours bien en main. Et du coup, nous, on vient créer des boules plus adaptées. Du coup, là, pour l'appréhension, c'est plus simple d'avoir quelque chose à pleine main que de venir chercher avec juste 3 doigts. Et en fait, le gros avantage aussi de l'impression 3D, c'est qu'on va pouvoir jouer sur des personnalisations qui sont, surtout que nous on travaille avec des ados, et le fait d'aller écrire son prénom, là ils voulaient le logo du PSG dessus. Voilà, on peut aussi jouer sur des petites choses un peu comme ça. D'autant qu'à la base tout est toujours noir, sur les fauteuils tout est noir, et là donc on vient aussi jouer sur les couleurs. Là on a travaillé aussi sur tout ce qui est grosse préhension. C'est vrai que pour les personnes par exemple qui ont de l'arthrite, le fait de tenir la petite brosse à dents, c'est pas évident. Là, par exemple, c'est un objet qui va permettre de jouer sur la manette de Xbox qui a la petite croix et du coup, sans avoir l'appréhension du doigt, de venir poser la main et du coup d'avoir accès aux 4 boutons comme ça. Et l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut travailler aussi sur des formes de ce type-là. Comme ça, on vient aussi vraiment adapter, là c'est inflexible, qu'on peut venir attacher sur le fauteuil et qui permet par exemple à la personne d'avoir son téléphone portable devant elle. On est en train de faire des personnages pour un jeu.
et on est en train de les agrandir pour en fait comme ça que si Mathéo il peut attraper son personnage, comme il est trop petit, on est en train de faire des plus gros personnages. Et là, je suis en train de faire un autre sur l'ordinateur. Et en fait, on les fabrique pour le jeu. On est en train de fabriquer aussi des pièces pour en fait, essayer de bloquer, par exemple, bloquer la pièce ici, comme ça. On est en train de faire des plus grosses pièces. Et je suis en train de mesurer la taille du pion. Et pour que comme ça, il soit bien avec le plateau. On va imprimer ce que Mathéo et Bassam ils ont récupéré un pion, ils ont adapté le socle et la taille pour pouvoir créer leur jeu de société. Du coup là on va lancer l'impression 3D qu'on utilise. C'est un dépôt de filament de plastique fondu, couche par couche. Là il y en a pour 3h50. Pour les Ultimakers vous avez deux têtes d'impression. Vous pouvez en faire soit faire du bicolore, soit en fait on peut utiliser en fait des supports. Donc les supports c'est ce qui permet de soutenir les zones modélisées qui sont dans le vide, puisque en fait comme c'est du dépôt de filament, dès que vous avez du filament qui n'est pas soutenu par un support, il pourrait tomber en fait et vous avez des défauts d'impression. Avec celle-ci vous pouvez imprimer en fait en support soluble, c'est-à-dire que vous mettez la pièce dans l'eau, tout ce qui est partie support disparaît en fait. Je souffre d'une agénésie de la main droite, c'est-à-dire que je suis née sans main droite, ça fait 17 ans du coup. C'est tout simple, en fait ça s'est pas bien formé, donc je suis née juste avec le début de la pomme, donc après j'ai des petits doigts, mais bon c'est tout, donc il me manque les doigts. Mais j'ai quand même une maniabilité. À mes 1 an, quand j'ai appris à marcher, et aussi à mes 14 et 15 ans, j'ai porté une prothèse de vie sociale, donc c'est une prothèse qui ne bouge pas, qui est en silicone. Puis elle est pas très, elle est esthétique, c'est sûr. On voit pas la différence on voit pas trop la différence avec une main réelle, on va dire. Mais le problème c'est qu'on a vite très chaud et on peut pas la bouger, donc forcément c'est pas très, j'étais pas très fan quoi. Avec le lycée, on a fait un dossier à la MDPH pour avoir des aménagements pour mes études, comme un PC, parce que je suis droitière de base et donc comme je suis obligée d'écrire avec la main gauche, je suis vite fatiguée. On a dû prendre rendez-vous avec un ergothérapeute. Il m'a conseillé d'aller voir sur le site de Enable France et donc on a fait quelques mesures, donc la mesure du poignet, la mesure du bras. On a lancé un dossier et on a vite été contacté par un maker qui a fait ma première prothèse. On a fait le dossier en octobre et je l'ai eu en décembre. La grosse différence déjà c'est que elle bouge, donc forcément comparé à une prothèse qui est fixe et une prothèse qui bouge, c'est sûr que là la différence, c'est pas comparable en fait. Déjà c'est moi qui l'ai, on va dire, modélisé, c'est moi qui ai choisi le tatouage tribal, là c'est mon père qui l'a modélisé, c'est moi qui ai choisi en fonction de ma passion. Par rapport à une prothèse qui est toute simple comme ça, qui sert à rien en fait, juste à cacher le handicap, celle-là elle me permet de, en fait elle le montre et du coup elle me permet de l'accepter et puis d'en faire une force. Je vais toujours comparer à celle-là, parce que celle-là, comme c'était fermé, on avait vite très chaud. Puis l'odeur était pas top non plus. Et celle-là, elle est aérée en fait, même avec le trou là. Puis il y a de la mousse à l'intérieur, ce qui rend assez confortable. Après, c'est vrai que quand je l'ai eu, j'avais du mal, parce que mon poignet, il a jamais servi à quelque chose. Donc le fait de devoir plier comme ça, au début, le poignet, il n'était pas musclé, donc j'ai eu du mal à m'en servir. Mais au fur et à mesure du temps, maintenant ça fait 1 an, donc tranquille quoi. Elle m'aide au quotidien, je trouve c'est beaucoup une aide aussi pour le social. Quand j'avais pas de prothèse ou même avec celle-là, je suis très renfermée en fait. Et le fait d'avoir quelque chose comme ça, j'avais un peu moins d'appréhension pour aller voir les gens. Parce qu'au début, j'étais plus jeune aussi, ils me regardaient, ils avaient tendance à regarder ma main, puis j'étais un peu gênée. Alors que maintenant, je suis épanouie, et donc elle me permet d'aller voir plus de gens, de faire des nouvelles activités. Elle m'aide aussi pour le sport. Parce qu'avant, le sport, j'avais beaucoup de mal, par exemple quand on faisait du tennis. Maintenant, j'arrive à tenir la balle, comme ça, donc je peux lancer tranquille. Non, elle m'aide beaucoup. Je mets juste ma main là, comme ça. Je serre avec le scratch, ça.
Et donc c'est juste avec la friction du poignet, comme si on faisait ça, bah, les doigts se ferment. Donc voilà. Donc grâce au fil de pêche et aux élastiques, ça fait ça et ça. Donc ça se ferme, voilà. On peut aller très vite, ça fait beaucoup de bruit mais bon, c'est... voilà. Le maker, c'est quelqu'un qui fabrique des prothèses pour équiper les enfants qui sont atteints d'agénésie, un des membres supérieurs, donc qui sont nés sans main. Et ça consiste à fabriquer par exemple ce modèle de main qui s'appelle la Phoenix, il y a différents modèles, adaptés à différents handicaps. Donc ça c'est un modèle qui est vraiment très abouti et qui est très sympa à imprimer, très simple à imprimer. Et qui est personnalisable vraiment, on peut faire plein de choses dessus, on peut mettre les couleurs qu'on veut, les décors qu'on veut, c'est vraiment personnalisable, c'est ça qui est important pour la sociabilité, notamment pour les enfants. Souvent les petits garçons vont demander des mains avec des super-héros, leur logo de leur super-héros préféré, ou les petites filles des princesses, Disney, etc. C'est pas des clichés, mais c'est vraiment ce que les enfants nous demandent. Quand on fabrique ces prothèses, en fait c'est l'enfant qui va dessiner vraiment la main, choisir les couleurs. On va vraiment la personnaliser selon ses goûts. Ce qui est super, c'est que ça va, au niveau de la sociabilité, ça va pas être le petit garçon qui est dans la cour de l'école à qui il manque une main, c'est le garçon avec une main de super-héros. Ça change vraiment le regard des autres sur le handicap. Donc Maker Enable, en fait, c'est quelqu'un qui fabrique ces mains-là et qui est capable de les fabriquer. Donc, pour être validé Maker, il faut fabriquer d'abord une première main pour vraiment montrer notre engagement dans l'association et se prouver aussi à soi qu'on est capable de réaliser cette main-là. Parce qu'il y a des petits défis techniques quand on est novice dans la matière. Il y a du PLA, il faut bien connaître son imprimante. Chaque imprimante a ses petits caprices et puis ses petites particularités. C'est pas toujours facile à imprimer. Et ensuite, il y a tout un montage à faire parce qu'il y a 24 pièces en tout qui composent cette prothèse. Il faut faire tout l'assemblage. Il y a beaucoup de petites parties, c'est pas si évident que ça. Et il faut se prouver à soi qu'on est capable de le faire et montrer aux autres qu'on est capable de le faire et de pouvoir rejoindre le club des bakers validés. L'améliorer, pour moi, celle-ci, non, pas spécialement. Je vois pas d'amélioration à apporter, mis à part arranger les designs, utiliser d'autres couleurs. Sinon, pour le reste, c'est vraiment très abouti. Il n'y a pour moi rien à changer sur ce type de prothèse. C'est 24 parties à imprimer, qui sont en PLA, c'est à base d'amidon de maïs. C'est un genre d'acier, je crois. C'est une bobine de fil qui ressemble à du plastique. Donc on vient imprimer avec une imprimante qui vient déposer ce fil, qui vient le fondre et le déposer là où on va mettre de la matière. Ensuite on a du fil de pêche qui sont reliés à ce tendeur. Et en actionnant le gantelet, on va venir fermer la main. Donc ça va être tendu par les fils qui sont reliés au bout des doigts jusqu'à ce tendeur. Et après ce sont des élastiques dentaires qui vont jouer le rôle de muscle et ramener les doigts dans la partie initiale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a du scratch pour accrocher le gantelet à l'avant-bras de la personne, des vis pour tendre les tendeurs, puis faire que tous les doigts se ferment en même temps et avoir une bonne préhension grâce à la prothèse.